Quand Antoine aperçut ce grain de beauté sur la nuque d'Élise, 205 années d'oubli s'effondrèrent en 3 secondes. Son âme hurla un nom que son esprit ne connaissait pas. Isabella. C'était un mercredi, 10h30 du matin. Dans la cuisine du manoir du Bois, Élise Martin tentait de maintenir en équilibre une casserole d'eau bouillante, tout en tenant des recettes dans l'autre. Mais elle était nouvelle ici, seulement son 2e jour en tant que cuisinière. 29 ans, mère célibataire d'une petite fille de 4 ans, avec des besoins spécifiques. Léa. Léa dépendait de thérapies coûteuses. Élise dépendait de cet emploi. Elle ne pouvait pas se permettre de faire d'erreur. La casserole glissa. L'eau bouillante se déversa sur son bras gauche. Élise poussa un cri. La douleur était fulgurante. Ça brûlait atrocement. Elle laissa tout tomber. Les casseroles s'écrasèrent sur le sol dans un fracas métallique. L'eau se répandit sur le carrelage en marbre italien. Élise serra son bras brûlé. Des larmes coulèrent, pas à cause du bras, mais à cause de la peur. La peur d'être renvoyée dès le 2e jour. La peur que Léa ne puisse plus suivre ses traitements. La peur de retourner à la rue. Antoine Dubois était au 2e étage quand il entendit le cri. Il avait 38 ans, PDG d'un groupe hôtelier pesant 400 millions d'euros, veuf depuis 3 ans, père d'un petit garçon de 5 ans, et complètement incapable de ressentir quoi que ce soit depuis la mort de sa femme. Froid, calculateur, absent, jusqu'à ce cri. Quelque chose, dans ce cri, le transperça. Ce n'était pas seulement de la douleur, c'était du désespoir. C'était de la vulnérabilité. C'était quelque chose qu'il connaissait. Antoine dévala les escaliers en courant, pénétra dans la cuisine, vit Élise au sol, mais se tenant le bras, pleurant, et sans comprendre pourquoi, sans pouvoir se retenir, il courut vers elle, s'agenouilla à ses côtés, prit son bras délicatement. La peau était rouge, commençant à former des cloques. « Il faut refroidir ça », dit-il, la voix étrangement tremblante. Il n'avait jamais la voix tremblante. « Levez-vous, je vais vous emmener à l'évier. » Élise le regarda, choquée. Le PDG était en train de l'aider? L'homme qui ne regardait même pas les employés était agenouillé à ses côtés. Elle tenta de se lever, mais chancela. La douleur la lançait. Antoine, sans réfléchir, passa son bras autour de sa taille pour la soutenir, et à ce premier contact, quelque chose d'impossible se produisit. Un frisson, intense, inexplicable, remonta le long de la colonne vertébrale des deux simultanément. Antoine se figea. Élise retint son souffle. Leurs yeux se croisèrent. Pendant une seconde, seulement une seconde, le monde s'arrêta. Il n'y avait plus de manoir, il n'y avait plus de cuisine, il n'y avait plus que deux, et une sensation accablante qu'ils se connaissaient, qu'ils s'étaient toujours connus, qu'ils n'auraient jamais dû se séparer. Antoine la conduisit jusqu'à l'évier, ouvrit le robinet d'eau froide, plongea son bras dessous. Élise gémit de douleur, mais quelque chose, dans la présence d'Antoine, l'apaisait, comme si son corps reconnaissait une sécurité en lui, comme si son âme savait qu'il ne lui ferait jamais de mal. Il observa son visage. Élise était jolie, oui, mais ce n'était pas ça. C'était autre chose. Quelque chose dans ses yeux, quelque chose dans la courbe de son visage, quelque chose qui faisait battre son cœur de manière anormale, de manière douloureuse, de manière dont il n'avait pas battu depuis 3 ans. Les cheveux d'Élise étaient relevés en chignon, mais avec l'agitation, quelques mèches s'étaient échappées et tombaient sur sa nuque. Antoine, sans penser, sans se rendre compte de ce qu'il faisait, tendit la main, écarta délicatement ses cheveux. Il voulait vérifier si elle était blessée ailleurs. Il voulait vérifier si Lee avait d'autres brûlures. Il voulait... Et alors il vit, sur le côté gauche de la nuque d'Élise, juste sous l'oreille, un grain de beauté, petit, brun clair, parfaitement formé, en forme de croissant de lune. Antoine se figea, complètement figé. Ses doigts s'arrêtèrent en l'air, à quelques millimètres de sa nuque. Sa respiration se coupa, son cœur explosa dans sa poitrine, parce que ce grain de beauté, cette forme exacte, cet emplacement précis
Il le connaissait. Il le connaissait, non pas comme quelqu'un qui voit, mais comme quelqu'un qui a touché, comme quelqu'un qui a embrassé, comme quelqu'un qui a aimé. La cuisine disparut. Antoine n'était plus dans le manoir. Il était ailleurs. Une autre époque. Il voyait des flashs, rapides, intenses, dévastateurs, un cachot, pierre froide, obscurité, mains menottées, et une femme, robe d'époque, cheveux attachés, pleurait. Elle s'approchait de lui, touchait son visage, embrassait sa nuque, murmurait des promesses. Et alors elle montrait sa nuque, le grain de beauté, la marque. « Je te reconnaîtrai grâce à ça », disait-elle. « À chaque vie, je te reconnaîtrai. » Antoine recula de 2 pas. Sa main trembla, son visage pâlit. Il regarda Élise comme s'il la voyait pour la première fois. Et en même temps, comme s'il la connaissait depuis des siècles. Élise perçut le changement, se tourna vers lui, toujours le bras sous l'eau. « Qu'est-ce qu'il y a ?» « Quelque chose ne va pas. » Antoine ouvrit la bouche, la referma. L'ouvrit de nouveau. Il ne parvint pas à parler. Les mots étaient bloqués avec des souvenirs qui ne devraient pas exister, qui ne pouvaient pas exister. Il finit par murmurer, la voix brisée. « Ce grain de beauté », Élise toucha automatiquement sa nuque. « Celui-là, je l'ai depuis que je suis né. » « Pourquoi ?» Antoine fit un pas de plus en arrière. Ses jambes étaient sèbles. « Je l'ai déjà vu, ce grain de beauté. » Élise fronça les sourcils, confuse. « Comment ça ? Vous me connaissez ?»« Non. » Antoine secoua la tête, désespéré. « Je ne vous connais pas. Je ne vous ai jamais vu de ma vie. Mais ce grain de beauté... » Il pointa du doigt, la main tremblant. « Je l'ai. » Il déglutit difficilement. « Je l'ai déjà embrassé. Ce grain de beauté. » Silence absolu. L'eau continuait de couler dans l'évier. L'horloge de la cuisine continuait de tic-taquer. Mais entre Antoine et Élise, le temps s'arrêta. Elle le fixa, les yeux écarquillés, la bouche entr'ouverte. « Qu'est-ce que vous avez dit ?» Antoine recula encore, heurta l'îlot central de la cuisine. Son visage était livide. La sueur perlait sur son front. Il agrippa le rebord en marbre pour se maintenir en équilibre. « Je ne sais pas. » Sa voix se fit paniquer. « Je ne sais pas pourquoi je sais ça, mais je sais. J'ai déjà embrassé exactement cet endroit. Je... » Et alors le mot s'échappa, sans permission, sans contrôle. Sortit de là, gorge d'Antoine comme arrachée par une force invisible. « Isabella !» Élise se figea. Ce nom. Pourquoi ce nom transperçait-il sa poitrine comme un couteau? Pourquoi des larmes se formaient-elles immédiatement dans ses yeux? Pourquoi son corps entier tremblait-il, comme s'il reconnaissait quelque chose de terriblement important? « Qui est Isabella ?» murmura-t-elle. Antoine ne parvint pas à répondre, parce qu'il ne savait pas. Il ne se souvenait de personne portant ce nom. Il n'avait jamais connu d'Isabella. Et en même temps, il savait exactement qui elle était. Il savait qu'elle était importante. Il savait qu'elle était tout. Il se tourna et quitta la cuisine. Marcha rapidement, presque en courant. Monta les escaliers, s'enferma dans son bureau, s'assit sur le fauteuil en cuir, mettit ses mains sur son visage, et pour la première fois en 3 ans, Antoine Dubois pleura. Il ne savait pas pourquoi. Il ne savait pas ce qui se passait. Mais son corps savait, son âme savait. Il avait retrouvé quelque chose, quelqu'un. Et la terreur de perdre à nouveau était insupportable. Dans la cuisine, Élise coupa l'eau, regarda. Son bras brûlait. La douleur physique était là. Mais ce n'était rien comparé à la douleur étrange qui déchirait sa poitrine. Elle toucha le grain de beauté sur sa nuque. Et pour la première fois de sa vie, cette tache de naissance semblait signifier quelque chose d'immense, quelque chose de terrifiant. Avez-vous déjà ressenti ça? Sentir que vous connaissez quelqu'un que vous venez de rencontrer, que vous reconnaissez quelque chose d'impossible, que votre corps réagit à une personne comme si vous l'aviez déjà aimée auparavant? Élise l'a ressenti, et elle ne pouvait plus s'arrêter de pleurer. Madame Gisèle,
la gouvernante du manoir du Bois depuis 25 ans, entra dans la cuisine. Elle vit Élise en larmes, vit le désordre, vit le bras brûlé. Que s'est-il passé ici? Élise essuya ses larmes. Je me suis brûlée. Désolée pour le désordre. Je vais nettoyer. Je vais. Gisèle vit le visage de la jeune femme. Elle vit quelque chose au-delà de la brûlure physique. Elle vit de la peur, de la confusion, et quelque chose d'autre. Quelque chose qu'elle reconnaissait. Elle avait travaillé pour 3 générations de la famille Dubois, connaissait l'histoire du manoir, connaissait les portraits dans le grenier, connaissait les légendes. Et quand elle regarda Élise, surtout les grains de beauté sur son cou, quelque chose fit clic. « Venez avec moi », dit Gisèle doucement. « Nous allons soigner ce bras. Et ensuite, je dois vous montrer quelque chose. » Élise la suivit jusqu'à la buanderie. Gisèle appliqua une pommade sur la brûlure, la banda doucement. Et ensuite, regarda la jeune femme dans les yeux. « Depuis combien de temps travaillez-vous ici ?»« 2e jour, » répondit Élise d'une petite voix. « Je sais que j'ai tout gâché. Gisèle secoua la tête. « Ce n'est pas ça. C'est à propos de Monsieur Dubois. Avez-vous remarqué comment il a réagi ?» Élise hésita, puis acquiesça. Il a dit des choses étranges, à propos de mes grains de beauté, à propos d'avoir déjà embrassé. Il doit être fou, je sais, mais Vous avez senti que c'était vrai, compléta Gisèle. Élise la regarda, choquée. Comment savez-vous ça que... Parce que j'ai vu ça avant. Gisèle s'assit à côté d'elle. Pas exactement ça, mais des choses similaires. Ce manoir a une histoire, jeune femme, une histoire ancienne. Et parfois, très rarement, le passé empiète sur le présent. Qu'est-ce que vous voulez dire? Gisèle prit une profonde inspiration. La famille Dubois est sur cette terre depuis 200 ans, depuis 1820. Et il y a des histoires d'amour impossibles, de tragédies, de promesses qui traversent les générations. Élise sentit un frisson. 1820. Pourquoi cette année résonnait-elle dans son âme? Gisèle continua. Il y avait une comtesse, Isabelle Dubois. Elle vivait dans ce manoir. Elle était jeune, belle, riche, et elle tomba amoureuse d'un musicien pauvre engagé pour jouer dans ses soirées. Antoine, il s'appelait. Le nom transperça Élise, Antoine, comme le PDG, comme l'homme qui venait de dire qu'il avait embrassé ses grains de beauté. Coïncidence? Sa famille l'accusa de vol, dit Gisèle d'une voix triste. C'était un mensonge. Mais il fut condamné, pendu en 1820. Et Isabelle, dit-on, mourut de chagrin 6 mois plus tard. On dit qu'elle lui rendit visite en prison lors de sa dernière nuit, qu'elle fit une promesse, qu'elle jura de le retrouver dans une autre vie. Élise tremblait maintenant. Ça, c'est juste une histoire, une légende. Ça ne peut pas être réel. Gisèle regarda les grains de beauté sur son cou. Ça ne l'est peut-être pas, mais Monsieur Dubois ne s'est jamais comporté comme ça. Jamais. Il est froid depuis 3 ans, depuis qu'il a perdu sa femme, ne regarde personne, ne ressent rien. Et puis vous arrivez, et il sort en courant de la cuisine, en pleurant. Comment savez-vous qu'il pleurait? Parce que je l'ai vu monter les escaliers. Gisèle prit la main d'Élise. Et parce que je connais ce regard, le regard de quelqu'un qui vient de voir un fantôme. Ou pire, quelqu'un qui vient de revoir un amour qu'il a perdu il y a 200 ans. Élise retira sa main. C'est de la folie. La réincarnation n'existe pas. Les âmes sœurs de vie passée n'existent pas. C'est. Gisèle se leva. Vous avez peut-être raison. C'est peut-être juste une coïncidence, mais si j'étais vous, je ferais attention. Parce que les histoires qui commencent comme ça se terminent rarement bien. À moins que... À moins que quoi? À moins que cette fois, la fin soit différente. Élise resta seule dans la buanderie. Elle regarda son bras bandé. La douleur physique était gérable. Mais la douleur dans sa poitrine? La douleur de sentir que toute sa vie n'avait été qu'une attente? Une attente pour quelqu'un? Pour Antoine? Pour un amour qu'elle n'avait jamais su qu'elle avait perdu? Elle secoua la tête. C'est ridicule. Je connais à peine cet homme.
C'est mon patron. Je suis cuisinière. Il est millionnaire. J'ai une fille. Je n'ai pas le temps pour des fantasmes sur des vies passées. » Mais quand elle ferma les yeux, Élise vit des choses, des flashs, rapides, une prison de pierre, un homme menotté, elle en robe ancienne, il la regardant avec désespoir. Et ses dernières paroles: « Je te retrouverai, dans chaque vie, je te retrouverai. » Élise ouvrit les yeux, des larmes coulaient à nouveau. Pourquoi cela semblait-il si réel? Pourquoi sentait-elle que ce n'était pas un fantasme, mais un souvenir? Pendant ce temps, dans le bureau, Antoine ouvrit son ordinateur portable, tapé sur Google avec des mains tremblantes. Isabelle Dubois, 1820. Des résultats apparurent, des archives historiques, des documents de Paris. Et là, il était. Isabelle Marie Dubois, comtesse, née en 1796, morte en 1821. Cause du décès, chagrin d'amour. Et avec elle, mention d'un musicien. Antoine Leclerc, pendu en 1820, accusé de vol, innocent. Antoine lut et relut. Son cœur battait la chamade. Comment connaissait-il ce nom sans jamais l'avoir cherché? Comment connaissait-il l'histoire sans jamais l'avoir lue? Et ses grains de beauté. Il ferma les yeux. Revit. Isabelle en prison. Montrant son cou. La marque. Les grains de beauté en forme de croissant de lune. Je te reconnaîtrai à ça. Son téléphone sonna. C'était sa secrétaire. Monsieur Dubois, votre réunion dans 15 minutes. Annule, dit Antoine d'une voix rauque. Annulez tout aujourd'hui. Il raccrocha, resta à regarder l'écran. Le nom, Isabelle, Antoine, 1820, et la nouvelle cuisinière en bas. Élise, avec les mêmes grains de beauté, le même visage, la même âme. Antoine posa sa tête entre ses mains. Si je deviens fou, alors qu'il en soit ainsi. Mais si je ne le deviens pas, si c'est réel, si c'est vraiment elle, il ne put pas terminer sa pensée. C'était trop impossible, trop effrayant. Et en même temps, c'était la seule chose qui avait du sens depuis la mort de sa femme. Comme si son âme savait qu'elle attendait, pas quelqu'un d'autre, mais la bonne personne, la seule, pour Isabelle, pour Élise. Cette nuit-là, Élise retourna au petit appartement qu'elle partageait avec sa fille. Léa était chez la voisine. Elle prit la petite fille, remercia, entra, donna un bain à Léa, prépara le repas, couche sa fille. Et ensuite, seule dans la chambre minuscule, Élise pleura. Pleura parce qu'elle ne comprenait pas ce qui se passait. Pleura parce qu'elle sentait des choses qu'elle ne devrait pas sentir. Pleura parce que quand Antoine toucha sa taille, quand il écarta ses cheveux, quand il regarda dans ses yeux, elle sut au fond de son âme, que cet homme était à elle, l'avait toujours été, le serait toujours. Mais comment? Comment un homme qu'elle connaissait à peine pouvait-il être à elle? Un homme riche, puissant, qui vivait dans un autre monde. Un homme qui ne regarderait jamais deux fois une cuisinière pauvre avec une fille avec des besoins spéciaux. Et pourtant, son corps le reconnaissait, son âme criait, et ses grains de beauté sur son cou, qui n'avaient toujours été qu'une tache de naissance sans importance, brûlaient maintenant, comme si cela y avait été scellé depuis des siècles, comme si c'était plus qu'une marque, une promesse. Le lendemain, Élise ne ferma presque pas l'œil. Elle arriva au manoir Dubois à 6 heures du matin. Elle alla directement à la cuisine, commença à préparer le petit déjeuner. Essaya de se concentrer. Essaya de ne pas penser à Antoine, de ne pas penser à ce qu'il avait dit, de ne pas penser au nom. Augustine, à 7h30, il descendit. Élise le sentit avant de le voir, sentit sa présence, comme un aimant qui attire. Elle se retourna. Antoine était debout à l'entrée de la cuisine, la regardait, les yeux rouges, comme s'il n'avait pas dormi non plus, comme s'il avait aussi passé la nuit entière à lutter contre l'impossible. Ils se regardèrent. Aucun des deux ne parla, mais ils n'en avaient pas besoin, car dans ce silence, dans ce regard,
Il y avait tout, reconnaissance, peur, désir, et surtout une certitude absolue, qu'ils se connaissaient, qu'ils s'étaient toujours connus, qu'il y a 205 ans. Quelque chose s'était passé, quelque chose s'était mal terminé. Et maintenant, d'une manière incompréhensible, ils avaient une seconde chance. Antoine fit un pas en avant. Élise retint son souffle. Il ouvrit la bouche pour parler. Et alors, la voix de Gisèle résonna dans le couloir. « Monsieur Dubois, votre fils est réveillé. » Le moment se brisa. Antoine ferma les yeux, respira profondément, se retourna et sortit de la cuisine. Mais avant de disparaître, il regarda en arrière, regarda Élise et murmura un seul mot, un mot qui n'avait aucun sens, et en même temps, avait tout son sens. Augustine. Élise toucha son grain de beauté sur son cou et sut. Rien ne serait plus jamais pareil, parce que le passé n'était pas enterré. Il était vivant, il était ici, et exigeait une résolution. Les jours suivants furent une torture. Antoine évitait la cuisine, évitait Élise, mais il ne pouvait pas éviter les rêves. Toutes les nuits, la même séquence. Il était dans un cachot, froid, sombre, humide, une odeur de mort et de désespoir. Ses mains étaient menottées au-dessus de sa tête, des chaînes lourdes, les poignets en sang. Il était fatigué, vaincu, attendant la mort qui viendrait à l'aube. Et alors elle entrait, Augustine, une robe bleu foncé, les cheveux lâchés, le visage taché de larmes. Elle avait soudoyé le geôlier. Elle avait quelques minutes, seulement quelques minutes pour faire ses adieux à l'homme qu'elle aimait, au musicien qui avait volé son cœur lors de soirées d'été, à l'homme que sa famille avait détruit avec une fausse accusation. Augustine courait vers lui, serrait son corps brisé dans ses bras, pleurait contre sa poitrine. Et Antoine, même menotté, même condamné, ressentait la paix, parce qu'elle était là, parce qu'elle l'aimait, parce que, pendant un instant, il n'était pas seul. « Je te retrouverai », murmurait-elle. « Dans une autre vie, dans chaque vie, je te chercherai, et quand je te trouverai, je te reconnaîtrai. » Elle embrassait son cou, le grain de beauté qu'il avait là, petit, en forme de croissant de lune. « C'est pourquoi, disait-elle, je saurai toujours que c'est toi. » Antoine se réveillait en criant, en sueur, le cœur battant à toute vitesse. Et ce grain de beauté, il le voyait clairement. Voyait Augustine l'embrasser, voyait la promesse, voyait tout. Et puis il voyait Élise, le même grain de beauté, le même endroit, et comprenait. Comprenait que ce n'était pas un fantasme. C'était un souvenir. Élise rêvait aussi. Se voyait en robe d'époque, voyait un cachot, voyait un homme, les cheveux noirs, les yeux désespérés. Elle l'embrassait, pleurait, et se réveillait avec l'oreiller mouillé, le cœur brisé, avec une sensation de perte si profonde que ça faisait physiquement mal. Léa, sa fille de 4 ans, la regardait le matin. « Maman est triste, disait-elle, d'une petite voix. Élise forçait un sourire. « Non, mon amour, maman va bien. » Mais Léa, avec cette intuition particulière des enfants, surtout des enfants comme elle, secouait la tête. « Maman a perdu quelqu'un, mais va le retrouver. » Élise se figeait. Comment Léa savait-elle? 1 semaine après l'incident, Antoine descendit finalement à nouveau à la cuisine. Il était tard. 11 heures du soir. Il pensait qu'Élise serait déjà partie. Mais elle était là, en train de nettoyer, de terminer le travail. Et quand elle se retourna et le vit, le monde s'arrêta à nouveau. Ils se regardèrent. Antoine respira profondément. « Il faut qu'on parle. » Élise acquiesça. Ses yeux étaient fatigués, creux, comme si elle n'avait pas bien dormi non plus. « Je sais. » Antoine tira une chaise, s'assit à la table de la cuisine. Élise s'assit en face de lui. La distance entre eux était petite physiquement, mais immense émotionnellement. Parce que tous les deux avaient peur. Peur de ce qu'il dirait, peur de ce que cela signifierait,
peur d'accepter l'impossible. « Tu as rêvé ?» demanda Antoine, d'une voix basse. Élise hésita, puis acquiesça. « Avec toi. Enfin, avec un homme, en 1820, dans un cachot. » Elle baissa les yeux. Je l'embrasse. Je pleure. Et quand je me réveille, j'ai l'impression d'avoir perdu quelque chose de précieux. Antoine ferma les yeux. La douleur dans sa poitrine était physique. Moi aussi. Je rêve d'une femme. Augustine. Elle me rend visite avant l'exécution. Elle promet de me retrouver. Il ouvrit les yeux. Et puis je me réveille et je te vois. Et je sais que c'est elle. Que tu es elle. Silence. Seulement la respiration lourde des deux. L'horloge de la cuisine qui marquait les secondes qui semblaient éternelles. « C'est de la folie », murmura Élise. « La réincarnation n'existe pas. Les vies passées n'existent pas. Ça ne peut pas être réel. »« Mais ça l'est, » dit Antoine, d'un ton ferme. « J'ai fait des recherches. Augustine Dubois a existé. Antoine Fernandez a existé. Ils étaient réels. Et nous, il pointa entre eux. Nous sommes eux. » Élise secoua la tête. « Je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas. Tu es mon patron. Je suis ton employé. Tu es riche. Je suis pauvre. J'ai une fille à élever. Je ne peux pas. Et pourtant, tu le sens. » Antoine la coupa. « Tu sens que tu me connais. Tu sens que tu m'aimes. Tu sens que nous sommes liés l'un à l'autre d'une manière qui transcende la raison. » Élise commença à pleurer, des larmes silencieuses coulant. « Je le sens. Dieu m'aide. Je le sens. Mais je ne peux pas agir en conséquence. Je ne peux pas risquer mon emploi. Je ne peux pas risquer l'avenir de ma fille à cause de... » Elle fit un geste entre eux, à cause de fantasmes de vie passée. « Ce n'est pas un fantasme, » insista Antoine. Il se pencha en avant, toucha sa main, et au moment du contact, tous les deux sentirent de l'électricité, une connexion, quelque chose qui allait au-delà du physique. « Augustine, » murmura-t-il, « s'il te plaît, ne m'appelle pas comme ça. » Élise retira sa main. « Je m'appelle Élise. Je suis Élise. Pas Augustine. Pas une comtesse morte il y a 200 ans. Je suis réelle. Je suis ici. Et j'ai besoin de ce travail. » Elle se leva. « Alors, s'il te plaît, oublie ça. Oublie le grain de beauté. Oublie les rêves. Oublie tout. » Elle sortit de la cuisine. Antoine resta seul, la tête entre ses mains, et pour la première fois depuis la mort de sa femme. Antoine Dubois sentit quelque chose au-delà du vide, sentit de la douleur de savoir qu'il avait trouvé son âme sœur et qu'elle le rejetait, non pas parce qu'elle ne ressentait rien, mais parce qu'elle ressentait trop et qu'elle avait peur. Qu'auriez-vous fait si vous rencontriez quelqu'un que votre âme reconnaît, mais que vos circonstances disent que c'est impossible, lutter ou abandonner? Élise se battait, contre elle-même, contre le destin, contre 205 ans de nostalgie qu'elle ne comprenait pas. Gisèle observait tout de loin, voyait Antoine perdu, voyait Élise pleurer, et savait qu'ils avaient besoin d'aide, de quelque chose de concret, quelque chose qui prouverait qu'ils n'étaient pas fous, que la connexion était réelle, et elle savait exactement où trouver ça, au grenier du manoir Dubois. 2 jours plus tard, Mercedes chercha Élise. Elle la trouva dans la cuisine, comme toujours. « J'ai besoin de ton aide pour quelque chose au grenier, » dit Mercedes d'un ton casuel. « Il y a des caisses lourdes. J'ai besoin de bras jeunes. » Élise accepta. Elle suivit Mercedes jusqu'au 3e étage. Elles montèrent l'escalier étroit jusqu'au grenier. L'endroit était poussiéreux, rempli de vieux meubles, de portraits recouverts de draps, de caisses empilées. 200 ans d'histoire de la famille Dubois dormant là. Mercedes alla directement à une caisse spécifique, dans un coin, recouverte d'une bâche. Elle l'ouvrit. À l'intérieur, de vieux livres, des journaux intimes, des lettres jaunies. « J'ai besoin que tu organises ça, » dit Mercedes. « Ce sont des documents historiques, importants pour la famille. » Elle regarda Élise dans les yeux, surtout les journaux de la comtesse Isabelle. « Peut-être que tu trouveras quelque chose d'intéressant. » Élise se figea. « Isabelle,
Ce nom encore. Vous savez ce que vous faites, n'est-ce pas? Mercedes sourit gentiment. Je te donne la vérité. Ce que tu en feras dépend de toi. Mercedes descendit, laissant Élise seule dans le grenier, avec la caisse, avec les journaux, avec la vérité. Élise respira profondément. Ses mains tremblaient quand elle prit le premier journal, une couverture de cuir, jaunie par le temps. Elle l'ouvrit. L'écriture était délicate, féminine, et en haut de la première page, Isabelle Marie Dubois. 1819. Élise lut, page après page, entrée après entrée. Isabelle écrivait sur sa vie, sur les réceptions, sur la société parisienne coloniale, sur les obligations et les attentes, et puis sur la page de juin 1819. Cela apparut. Aujourd'hui, j'ai rencontré un musicien, Antoine Lefebvre. Il joue de la guitare comme s'il parlait à Dieu. Et quand il m'a regardé, mon cœur s'est arrêté. Je sais que c'est inapproprié. Je sais que je suis comtesse et qu'il est pauvre. Mais quelque chose dans ses yeux, quelque chose dans son sourire, me fait sentir que je le connais, que je l'ai toujours connu. Élise lut avec des larmes coulant sur ses joues, parce qu'elle reconnaissait les sentiments, reconnaissait la confusion, reconnaissait tout. Isabelle avait ressenti la même chose, 200 ans auparavant. Elle continua à lire. Des mois d'entrée. Isabelle tombant amoureuse. Des rencontres secrètes. Des baisers volés. De la musique à minuit. Et toujours, la mention des grains de beauté. Antoine aime mes grains de beauté, écrivit-elle. Il dit qu'ils sont en forme de croissant de lune, qu'ils sont parfaits, qu'il me reconnaîtrait grâce à eux n'importe où, dans n'importe quelle vie. Élise toucha ses propres grains de beauté. Les mots d'Isabelle résonnaient, dans n'importe quelle vie. Et puis vint la tragédie. Les entrées devinrent désespérées. Ma famille l'a découvert. Ils ont accusé Antoine de vol. C'est un mensonge. Il ne volerait jamais. Mais il se fiche de la vérité. Il se soucie de la propriété. Et je suis leur propriété. La dernière entrée était d'octobre 1820. Demain, ils pendent Antoine, mon amour, mon tout. Je lui ai rendu visite ce soir au cachot. J'ai soudoyé le gardien. J'ai eu 10 minutes. 10 minutes pour dire au revoir à l'homme que j'aime. Je l'ai serré dans mes bras. J'ai pleuré. Et j'ai promis. J'ai promis que je le retrouverais, dans une autre vie. Et pour qu'il me reconnaisse, je lui ai montré mes grains de beauté. La marque qu'il aime tant. J'ai dit, je te reconnaîtrai à tes yeux. Et tu me reconnaîtras à ça. À ces grains de beauté en forme de lune. Notre promesse. Notre signe. Jusqu'à ce que nous nous retrouvions, mon amour. Et après ça, rien. Le journal se terminait. Élise feuilleta les pages suivantes. Toute vierge, Isabelle n'écrivit plus jamais. Parce que 6 mois plus tard, elle mourut, de chagrin, de cœur brisé, d'amour perdu. Élise ferma le journal. Ses mains tremblaient. Des larmes coulaient librement. Parce que ce n'était pas de la fantaisie. Ce n'était pas de l'imagination. C'était réel. Isabelle et Antoine étaient réels. L'amour était réel. La tragédie était réelle. Et la promesse était réelle aussi. Elle toucha ses grains de beauté à nouveau. Notre promesse, notre signe. La porte du grenier s'ouvrit. Élise se retourna. Antoine était là, debout, la regardant. Mercedes avait dû lui raconter. « Tu as trouvé ?» dit Antoine. Ce n'était pas une question, c'était une affirmation. Élise acquiesça. Elle serra le journal contre elle. « J'ai tout lu. Elle, Isabelle, elle t'aimait, tellement, et elle a promis de te retrouver. » Antoine entra dans le grenier, chaque pas mesuré, lent. Il s'arrêta devant Élise, regarda le journal, la regarda elle. « Et toi, tu y crois maintenant ?» Élise le regarda à travers ses larmes. « Je ne sais pas quoi croire. Ça défie tout ce que je sais, tout ce que j'ai appris. Mais quand je lis ces mots, j'ai l'impression qu'ils sont miens, comme si je les avais écrits.
comme si j'étais elle. Tu es elle, murmura Antoine. Il toucha le visage d'Élise gentiment, essuya une larme avec son pouce. Isabelle, Élise, peu importe le nom, peu importe le temps, ton âme est la même, et je la reconnais, comme j'ai promis que je le ferais. Élise ferma les yeux, sentit le contact de sa main, sentit la vérité en lui, et pour un instant, juste un instant, elle se laissa aller, se laissa tomber dans la possibilité, dans la folie, dans l'amour qui transcendait le temps. Mais alors Léa entra dans son esprit, sa fille, ses responsabilités, sa réalité. Elle ouvrit les yeux, s'éloigna gentiment. Antoine, Elle secoua la tête. Même si c'était réel, même si nous étions eux, on ne peut pas. Tu as ton monde, j'ai le mien. Et ils ne se rencontreront jamais. Pourquoi pas? Demanda Antoine, frustré. Pourquoi on ne peut pas essayer? Parce que tu es mon patron, parce que je suis vulnérable, parce que si ça tourne mal, je perds tout. Mon emploi, mon gagne-pain, la thérapie de Léa. Élise serra le journal fortement. Isabelle avait des privilèges, elle était comtesse. Même quand elle a perdu Antoine, elle avait sa famille. Elle avait de l'argent. Je n'ai rien. Si je te perds, je ne survivrai pas à ça de nouveau. De nouveau. Antoine remarqua le mot, comme si elle se souvenait, comme si elle savait. Et ça lui brisa le cœur. Élise remit le journal dans la caisse, essuya ses larmes, rafla ses cheveux, et descendit du grenier, laissant Antoine seul, avec le passé, avec la douleur, avec l'amour qu'il ne pouvait pas atteindre, de nouveau. Et c'est quand elle a ouvert la caisse, lui avait dit Mercedes, et elle a ouvert, et elle a trouvé la vérité. Mais la vérité n'a pas libéré. Elle a juste rendu tout ça plus douloureux, parce que maintenant Élise savait. Elle savait que l'amour était réel, qu'il transcendait le temps, que 200 ans n'avaient rien effacé. Et en même temps, elle savait que ça ne changeait pas ses circonstances, ça ne changeait pas la différence sociale, ça ne changeait pas la peur. Et c'était encore plus cruel, savoir que l'âme sœur existe, mais ne pas pouvoir la voir. Certaines personnes vont faire une pause ici, vont avoir besoin de digérer l'impossible, de digérer l'idée que l'amour véritable peut traverser les siècles, que des promesses peuvent être tenues à travers des vies. Si vous ressentez ça, si cette histoire remue quelque chose de profond en vous, utilisez le Super Thanks, parce que des histoires comme celle-ci ne devraient pas exister, mais elles existent, et elles doivent être racontées. Des histoires de connexion qui défient le temps, d'âmes qui se reconnaissent même quand tout dit que c'est impossible. Votre Super Thanks maintient ces histoires en vie, maintient l'espoir que, quelque part, votre âme sœur vous cherche, aussi, à travers le temps, à travers les vies. Antoine n'abandonna pas. Il ne le pouvait pas, parce que quelque chose en lui, quelque chose de plus ancien que son esprit, de plus profond que sa raison, criait qu'Élise était sienne, l'avait toujours été, le serait toujours, et il devait le prouver, pas seulement à elle, mais à lui-même, qu'il n'était pas fou, que la réincarnation était réelle, qu'Isabella et Diego n'étaient pas morts, juste renés. Il chercha de l'aide. Mais à qui demander de l'aide pour prouver l'existence de vies antérieures? Antoine trouva une psychologue spécialisée dans l'hypnose régressive, Dr Chloé Lemaire. Elle avait 45 ans, pratiquait l'hypnose depuis 20 ans, traitait des personnes souffrant de traumatismes inexplicables, de peurs sans raison, de connexions qui n'avaient aucun sens, et parfois, juste parfois, découvrait qu'elle venait d'une autre vie. Antoine prit rendez-vous. Il y alla seul, sans en parler à Élise, parce que s'il échouait, s'il ne trouvait rien, il ne voulait pas donner de faux espoirs. Mais s'il trouvait, s'il voyait, s'il se souvenait, alors il aurait une preuve qu'Élise elle-même, avec toute sa peur, ne pourrait nier. La séance eut lieu un jeudi après-midi. Antoine s'assit dans un fauteuil inclinable. Dr Lemaire s'assit en face de lui, un ordinateur portable ouvert, en train d'enregistrer. « Pourquoi êtes-vous ici, monsieur Dubois ?» Antoine prit une profonde inspiration,
parce que j'ai besoin de savoir si je suis fou, ou si la réincarnation existe. Docteur Lemaire ne parut pas surprise. Racontez-moi ce qui vous fait douter. Antoine raconta tout, les grains de beauté, les rêves, Isabella, Élise, le journal, la connexion inexplicable, et pendant qu'il parlait, des larmes coulaient, parce que le dire à voix haute le rendait réel, le rendait vulnérable, le rendait urgent. Docteur Lemaire prit des notes, puis le regarda. Je vais vous mettre dans un état de transe, je vais vous emmener à travers une régression. S'il y a des souvenirs de vie passée, ils viendront. Mais Monsieur Dubois, vous devez être préparé. Ce que nous trouverons peut être perturbant, peut changer votre façon de voir le monde, votre façon de vous voir vous-même. Antoine acquiesça. Je suis prêt, mais il ne l'était pas. Personne n'est préparé à voir sa propre mort. L'hypnose commença. Docteur Lemaire utilisa des techniques de relaxation. Respiration, compte à rebours. Sa voix était douce, constante. Antoine sentit son corps se détendre, son esprit se relâcher. Et alors elle demanda « Où êtes-vous » La réponse sortit automatiquement, sans pensée, sans filtre. « Je suis dans un cachot. » « Quelle année sommes-nous » ?« 1820. » « Quel est votre nom ?»« Diego Fernandez. » À partir de ce moment, Antoine n'était plus dans la clinique. Il était à Buenos Aires, en 1820. Il était un autre homme, un musicien pauvre, injustement condamné, attendant la mort. Et il vit tout, sentit tout, vécut tout. Il raconta à Docteur Lemaire chaque détail, le cachot, les chaînes, la douleur, le désespoir. Et puis Isabella entrant, une robe bleue, les yeux rouges d'avoir tellement pleuré. Elle courait vers lui, l'étreignait, pleurait contre sa poitrine. « Je t'aime, disait-elle, dans chaque vie, je t'aimerai. » Et lui, Diego, le musicien, répondait à travers ses larmes. « Cherche-moi, par la lune, notre signe. » Elle embrassait les grains de beauté sur son cou, et il savait que dans une autre vie, ce serait elle qui aurait la marque. Ce serait elle qu'il reconnaîtrait. Et quand cela arriverait, il ne la laisserait pas partir, plus jamais. L'aube arriva. Des gardes entrèrent, traînèrent Diego dehors. Isabella criait, s'accrochait, mais était arrachée de force. Ils emmenèrent Diego sur la place publique. La potence était prête, la corde se balançant au vent. Des centaines de personnes regardant, attendant l'exécution du voleur, du musicien pauvre qui avait osé aimer au-delà de sa classe. Et alors, dans la clinique, 205 ans plus tard, Antoine cria, un cri viscéral, désespéré, parce qu'au moment où ils avaient mis la corde autour de son cou en 1820, il sentit l'asphyxie, la douleur, la terreur, et la dernière image qu'il vit avant de mourir fut Isabella, au milieu de la foule, tombant à genoux, criant son nom, criant qu'elle l'aimait. Antoine se réveilla violemment de sa transe, tomba du fauteuil, sur le sol, en pleurant, en criant, les mains sur son cou comme s'il sentait encore la corde. Docteur Lemaire courut vers lui, essaya de le calmer. Mais Antoine était pris de panique, parce que ce n'était pas de l'imagination, ce n'était pas un fantasme. C'était un souvenir, réel, viscéral, le sien. Il était mort en 1820, pendu, pour avoir aimé Isabella. Et elle avait promis de le retrouver, et elle avait tenu sa promesse, en 2025, en tant qu'Élise, avec les grains de beauté, avec la marque, avec tout. Docteur Lemaire aida Antoine à se rasseoir, lui donna de l'eau, attendit qu'il se calme, puis, d'une voix prudente, demanda « Qu'avez-vous vu ?» Antoine raconta tout, chaque détail. Docteur Lemaire resta silencieuse, puis relança l'enregistrement, et Antoine entendit sa propre voix. Mais ce n'était pas sa voix, elle était différente. Un accent d'époque, un ancien espagnol, des mots qu'Antoine moderne ne connaissait pas, mais qu'Antoine de 1820 utilisait naturellement. « Vous avez parlé en espagnol du 19e siècle, dit Docteur Lemaire, choqué.
Je connais 12 langues. J'ai étudié la linguistique. Ça, elle pointa le magnétophone. C'est authentique. Vous n'auriez pas pu l'inventer. Vous connaissiez des détails de l'époque que personne ne saurait sans étudier intensivement l'histoire coloniale argentine. Alors c'est réel ? Demanda Antoine, la voix brisée. Je suis vraiment mort en 1820. J'étais vraiment lui ? Docteur Lemaire hésita, puis acquiesça. En 20 ans de pratique, j'ai vu beaucoup de cas, mais celui-ci, c'est le plus convaincant auquel j'ai jamais assisté. Oui, monsieur Dubois, je crois que vous étiez Diego Fernandez et qu'Isabella, votre Élise, était Isabella Salazar. Antoine pleura à nouveau, mais cette fois ce n'était pas du désespoir, c'était du soulagement, parce qu'il n'était pas fou, parce que c'était réel, parce que 200 ans n'avaient rien effacé, et parce que, finalement, il avait la preuve. Il demanda une copie de l'enregistrement, remercia Docteur Lemaire, quitta la clinique, mais ne rentra pas chez lui. Il alla au manoir du Bois, chercha Léa. « Où est Élise ?»« Dans la cuisine, » répondit Léa. « Mais monsieur Dubois, vous allez bien ? Vous avez l'air. » Antoine n'attendit pas, courut vers la cuisine. Élise était là, en train de préparer le dîner. Elle se retourna, en entendant des pas précipités. « Antoine !» Il s'arrêta à l'entrée, les yeux rouges, le visage pâle, les mains tremblantes, et tenant un téléphone portable. « Tu dois écouter ça. » Élise fronça les sourcils. « Écoutez quoi ? » « J'ai fait une hypnose régressive. » Antoine entra dans la cuisine. « J'ai fait une régression dans les vies antérieures, et j'ai vu. » Il s'arrêta devant elle. « J'ai tout vu. Le cachot, l'exécution, Isabella. Je t'ai vu promettre de me retrouver. J'ai senti mourir. » Élise recula. « Antoine, tu es. » « Écoute, » coupa-t-il. Il appuya sur « Lecture » sur le téléphone. La voix sortit. Mais ce n'était pas la voix d'Antoine. Elle était similaire, mais différente, un accent étrange, des mots anciens, et elle parlait d'Isabella, d'amour, de promesses, des grains de beauté, de mourir et de renaître, de se retrouver. Élise écouta. Des larmes commencèrent à couler, parce qu'elle reconnaissait les mots, les promesses, comme si elle les avait entendus avant, comme si elle les avait dit. L'enregistrement se termina. Antoine rangea le téléphone. La psychologue a confirmé. Je parle espagnol du 19e siècle sous hypnose. Je connais des détails que je n'ai jamais étudiés. Je suis lui, Élise. Il prit ses mains. Je suis Diego Fernandez. Et vous êtes Isabelle Dubois. Et il y a 205 ans, nous avons promis de nous retrouver. Et nous voici. Élise secoua la tête, des larmes coulant librement. Ça ne change rien. Nous sommes toujours. Elle tenta de retirer ses mains. Je suis toujours pauvre. Vous êtes toujours riche. Toujours. Et je vous aime toujours, la coupa Antoine. Comme je vous aimais en 1820. Comme je vous aimerai dans toutes mes vies. Il toucha le grain de beauté sur son cou. Cette marque, c'était ma promesse. Et c'est ma certitude. Vous êtes à moi. Vous l'avez toujours été. Et je ne vous perdrai plus jamais. Mais, pas de mais, dit Antoine fermement. En 1820, votre famille nous a séparés. Parce que j'étais pauvre et vous étiez comtesse. Maintenant, les rôles sont inversés. Je suis riche et vous êtes. Il s'arrêta, vit dans ses yeux. Vous êtes toujours comtesse. Vous êtes toujours Isabelle. Et je suis toujours votre Antoine. Et cette fois, personne ne nous séparera. Je le jure. Élise voulait résister, voulait garder la peur, garder la raison. Mais son corps l'a trahi. Son cœur l'a trahi. Son âme l'a trahi. Et elle tomba. Tomba dans les bras d'Antoine. Tomba en pleurs. Tomba dans l'acceptation. Je vous ai perdu, murmura-t-elle contre sa poitrine. En 1820, je vous ai vu mourir. Et je suis morte 6 mois plus tard. De chagrin, de douleur, de nostalgie. Je sais, Antoine la serra fort, mais je ne vous perdrai plus jamais, je le promets. Et dans cette étreinte, dans cette cuisine,
205 ans de séparation prirent fin. Les âmes enfin réunies. Le cercle enfin complet. Mais il y avait quelque chose de plus, une preuve finale. Quelque chose que ni Antoine ni Élise n'attendaient. Ce soir-là, Antoine invita Élise dans le salon de musique du Manoir du Bois. C'était une grande pièce, un piano à queue, des guitares au mur, des violons sur des étagères. Un espace où, en 1820, Antoine Dubois jouait pour la noblesse de Paris, où Isabelle l'écoutait, où ils tombèrent amoureux grâce à la musique. Antoine prit une guitare, la décrocha du mur, la tendit à Élise. « Jouez !» Élise recula. « Je ne sais pas jouer. Je n'ai jamais appris. »« Essayez !» insista Antoine. Élise hésita, puis prit la guitare, la tint, et quelque chose d'étrange se produisit. Ses doigts trouvèrent automatiquement la position, comme s'ils connaissaient, comme s'ils avaient déjà fait ça 1000 fois. Elle toucha la première corde, un son parfait, toucha la deuxième, la troisième, et alors, sans penser, commença à jouer une mélodie. Complexe, ancienne, magnifique. Antoine se figea. Cette mélodie, il la connaissait. Non seulement la connaissait, il l'avait composée, en 1820, pour Isabelle. Et voici Élise, qui n'a jamais joué de guitare de sa vie, l'exécutant parfaitement. « Comment ?» murmura Antoine. Élise regarda ses propres mains, choquée. « Je ne sais pas. Mes doigts, ils savent. »« Comment est-ce possible ?»« Parce que vous avez déjà joué. » Antoine s'assit à côté d'elle. « Dans une autre vie. Je vous ai enseigné. J'ai composé cette chanson pour vous. Et vous jouiez pendant que je chantais. C'était notre chanson. Notre chanson. » Il toucha son visage. « Et vous vous souvenez encore. Votre corps se souvient. Si vous n'avez pas ressenti de frisson maintenant. » Commentez frisson, parce qu'Élise, qui n'avait jamais joué de guitare, jouait comme une professionnelle, une musique vieille de 200 ans, composée par Antoine Dubois, pour Isabelle Dubois, et ses doigts se souvenaient, même quand son esprit ne se souvenait pas, parce que certaines choses sont gravées dans l'âme, et l'âme n'oublie jamais. Élise continua à jouer, des larmes coulant pendant que ses doigts dansaient sur les cordes, et Antoine commença à chanter, des paroles anciennes, un français d'époque, sur un amour impossible, sur des promesses éternelles, sur une reconnaissance à travers une marque de grains de beauté. Et là, dans ce salon, Antoine et Élise ne faisaient pas que jouer de la musique. Ils fermaient un cercle. Ils guérissaient une blessure de 205 ans. Ils réalisaient une promesse qui transcendait la mort. Quand la musique se termina, Élise posa la guitare de côté, regarda Antoine. Et pour la première fois depuis qu'elle était arrivée au manoir, elle n'avait pas peur. Elle avait une certitude. « Je t'aime », dit-elle. Et ce n'était pas Élise qui parlait, c'était Isabelle. C'était l'âme qui reconnaissait. C'était la promesse qui s'accomplissait. « Je t'aime », répondit Antoine. « J'ai toujours aimé. J'aimerai toujours. » Ils s'embrassèrent, et au moment où leurs lèvres se touchèrent, les deux virent des flashs, rapides, intenses, d'une autre vie, d'autres baisers, d'autres étreintes. Eux, en 1820, jeunes, amoureux, condamnés, mais ensemble, toujours ensemble. Quand le baiser se termina, les deux pleuraient, mais ce n'était pas de la tristesse, c'était du soulagement, c'était de la paix, c'était une reconnaissance absolue que leur amour avait survécu, à travers la mort, à travers le temps, à travers tout. Antoine tomba à genoux devant Élise, lui prit les mains. « Je t'ai cherché dans chaque vie, dans chaque femme que j'ai connue, dans chaque regard, dans chaque toucher. Mais personne n'était toi, jusqu'à maintenant. » Il toucha le grain de beauté sur son cou. Cette marque m'a guidé, comme elle avait promis de le faire. Et maintenant que je t'ai trouvé, je ne te laisserai pas partir. Plus jamais. Élise tira Antoine vers le haut, le serra fort dans ses bras. Nous avons promis, en 1820, que nous nous retrouverions. Et nous voici, répéta Antoine. Et ils y étaient. Deux âmes réunies, deux vies entrelacées,
Un amour qui prouva que la mort n'est pas la fin, ce n'est qu'un intervalle, et que les vraies promesses ne se brisent jamais. Elles attendent juste. Elles attendent le bon moment, le bon endroit, la bonne vie, pour être accomplies.